bonjour à tous qui sont là et tous ceux qui nous suivent en ligne par le web, un peu partout en France et en Europe et dans le monde. Et merci à cette invitation de l'école de l'Anthropocène, donc pour vous parler de ce que nous faisons dans un coin reculé des Cévennes, plus exactement la haute vallée du Tarn, et donc d'un livre qui raconte ce que nous faisons et qui est paru chez Actes Sud dans la collection Monde Sauvage. Et ce livre est en fait dans une collection documentaire qui a pour principe de relater la relation d'un être humain avec un animal ou un végétal. Voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la relation avec la nature sur plusieurs années de manière un peu approfondie. Et donc là, bien sûr, c'est la relation que nous pouvons entretenir avec cette fameuse abeille noire. Et un auditeur demandait à l'instant qu'est-ce qui la différencie des autres abeilles. Eh bien, vous allez le voir. Et vous allez voir aussi qu'il y a une certaine continuité avec ce qu'a évoqué le conférencier précédent, notamment en ce qui concerne les problématiques de notre rapport à la biodiversité, à son érosion et à la difficulté d'entreprendre, d'expérimenter des solutions susceptibles d'améliorer les choses. Alors d'abord une petite présentation en général de l'abeille, puisque ça demeure un insecte, et effectivement, il y a assez peu de temps qu'en Occident, on s'intéresse aux insectes. On s'est d'abord intéressé aux mammifères, et puis beaucoup plus tardivement aux insectes. Et c'est essentiellement à partir du 19e qu'on commençait à fleurir des études scientifiques sur l'abeille au sens large du terme. Aujourd'hui, nous allons parler seulement des abeilles mellifères, c'est-à-dire qui produisent du miel en quantité telle que nous sommes susceptibles, nous, êtres humains, d'en profiter un peu, voire de les exploiter totalement. Ici, vous voyez une vue générale qui, en fait, évoque un fait qui a été établi par les études génétiques et surtout paléogénétiques, c'est-à-dire qu'on a pu retracer par les études génétiques, si vous voulez, l'arbre généalogique de l'espèce. Et on a pu constater qu'effectivement, si nous, êtres humains, essentiellement surtout européens, venons d'Afrique, c'est plutôt d'Asie que sont venues à l'origine les populations d'abeilles mellifères vers l'Europe. Et ce que vous voyez là, cette carte évoque ce phénomène de colonisation, en fait, de notre partie du monde par des populations d'abeilles venues à l'origine de l'Est, d'Orient. Alors il y a un point en fait essentiel à un moment donné sur ce schéma où se situe une séparation entre l'Anatolie et la Macédoine, ce qu'on appelle le Bosphore, à la hauteur d'Istanbul ou de Constantinople, comme vous préférez. Là, il y a eu véritablement un embranchement évolutif, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie des populations d'abeilles qui sont parties vers l'Europe et une autre vers l'Afrique. Donc là, déjà, on a un grand embranchement qui distingue deux types de populations. Et sur la partie la plus ouest, c'est-à-dire représentant la France et l'Espagne, ce qu'on appelle en fait la partie nord-ouest méditerranéenne, vous voyez les mots Mellifica et Ibérensis. En fait, dans cette partie-là de l'Europe, c'est spécifié une variété bien particulière d'abeilles. Alors c'est Apis mellifera mellifera et Apis mellifera ibérensis. Comment cela s'est-il produit ? Eh bien par des phénomènes de sélection naturelle, mais qui étaient aussi intimement liés à des modifications du climat. Puisque si aujourd'hui nous sommes très inquiets du réchauffement de la planète, en fait, moins 1 million d'années et moins 20 000 ans, il y avait ce qu'on appelle les dernières grandes glaciations du Quaternaire, qui n'étaient pas sans conséquences, puisque par exemple, au niveau de Clermont-Ferrand, vous aviez, il y a 50 000 ans, une calotte glaciaire de 100 mètres d'épaisseur. Ça donne un peu une idée du climat qui pouvait régner. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, une fois que les abeilles venues de l'Est ont colonisé notre espace européen, ce phénomène climatique a obligé les populations d'abeilles qui voulaient survivre à migrer vers le sud.
migrant vers le sud, et il n'y avait pas que les abeilles qui migraient, hein, il y avait toutes sortes d'animaux, et aussi des êtres humains, pour échapper au froid, sont retrouvés confinés dans le sud de la France, plus exactement dans la région un peu des grottes de Lascaux, aux environs du Périgord, dans cette région-là qui était relativement pluviable, coupés du reste des autres populations d'abeilles par des congélateurs immenses et infranchissables, qui étaient les Alpes et les Pyrénées. Donc dans cette petite enclave qu'on peut décrire comme un foyer évolutif, il y a des survivantes qui ont pu se reproduire. Alors, qui ont pu survivre à quoi? Elles ont survécu à un hiver incroyablement long, tel qu'on peut le connaître actuellement au nord du cercle polaire. Elles ont survécu à l'appétit féroce que pouvaient avoir les hommes, les ours, également les martres et bien d'autres animaux à dévorer leurs provisions pour passer l'hiver. Et elles ont survécu au fait que pour passer l'hiver, les abeilles ne peuvent pas sortir leur carte bleue, aller au supermarché du coin de la rue, et qu'elles n'ont comme autre ressource que le miel qu'elles ont pu engendrer. Donc cette quantité de miel étant très réduite, vu la période très réduite des floraisons, si on imagine qu'il faisait un climat comparable à celui actuel du nord du cercle polaire, et donc ça signifie que les populations d'abeilles qui ne pouvaient survivre au froid de l'hiver qu'en grand nombre ont été éliminées, n'ont pu survivre en fait que les souches, les colonies d'abeilles qui étaient capables de survivre au froid à l'hiver en étant un tout petit nombre et susceptibles donc de tenir le coup avec le peu de ressources alimentaires dont elles disposaient. C'est-à-dire, en fait, pour résumer, des abeilles extrêmement frugales, on va dire. C'est un mot qui est un peu à la mode, a été mis à la mode, entre autres par Pierre Rabhi, la frugalité heureuse. Bien, croyez-moi, elle n'était pas si heureuse que ça, celle-là, de frugalité, mais elle était forcée et contrainte, et c'est néanmoins un des traits qui a été décisif dans cette sélection naturelle des populations d'abeilles. Seules les plus frugales ont pu se reproduire. Seules également les abeilles qui étaient les plus réactives. Vous savez, cette qualité, la réactivité, qu'on vante beaucoup dans le management des entreprises, mais qui souvent est très mal perçue par l'être humain lorsqu'il élève des animaux. On va dire que c'est de l'agressivité. En fait, ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la réactivité. C'est-à-dire que lorsque l'abeille qui vit dans une ruche voit tout d'un coup apparaître, dans une boîte, voit tout d'un coup apparaître un être humain qui vient là, enlève le toit de son domicile, pour ainsi dire, l'enfume et commence à sortir ses réserves destinées à passer l'hiver, elle réagit, c'est un peu normal. Eh bien, celles qui sont mollassonnes, qui ne réagissent pas assez vite, ont été éliminées à la période de ces dernières grandes glaciations. Et donc, ce trait évolutif est également très présent dans l'abeille noire. Donc, on peut résumer par frugalité et réactivité, et aussi capacité à résister. Cette capacité est quelque part une vertu dans certaines conditions politiques, a pu aussi à cette période être un trait évolutif très intéressant. Celles qui étaient capables de résister au froid, de résister aux agressions, de résister à la longueur d'hiver, ont pu survivre. Et donc ce caractère a fini par devenir héréditaire et donc transmissible, et c'est accompagné de certaines caractéristiques génétiques et morphologiques, des traits qui nous permettent par le comportement aussi d'identifier une abeille comme noire. Donc non pas seulement la couleur de la cuticule étant ce qui est l'exosquelette en fait des abeilles que vous apercevez sur la photo. Là vous voyez un groupe d'abeilles noires que Arnaud est en train de dessiner. Et en fait, vous voyez sur ces photos, qui c'est une prise de vue rapprochée, vous voyez en fait l'abdomen notamment, qui est constitué d'un emboîtement de pièces, un peu comme en fait un crustacé articulé. Et chaque segment la jonction de chaque segment est protégée par une bande de poils blonds. Mais la base même de l'exosquelette, ce sont les bandes sombres que vous voyez là.
et qui, d'un écotype à un autre, peuvent être plus ou moins noires. Dans les Cévennes, en fait, c'est plus brun sombre, mais par exemple, dans le Tyrol, les abeilles noires sont vraiment noires. Voilà, donc par ce petit aspect-là, je dois faire un petit flashback. Ensuite, retournons dans notre foyer évolutif où les abeilles étaient confrontées à des froids abominables, les êtres humains aussi, toutes les espèces. Que se passe-t-il? À une certaine période, à peu près moins 20 000 ans, le climat commence à bien vouloir devenir plus doux. Peut-être des courants marins s'inversent, etc. Cela devient plus viable. Et en même temps que cela devient plus viable, les souches qui ont survécu à ces filtres évolutifs qui étaient imposés par l'évolution du climat vont se diffuser et vont remonter vers le nord de l'Europe, vers l'Irlande, vers l'Écosse, vers l'Allemagne, la Pologne, la Scandinavie. Mais elles vont toujours être quand même plus ou moins limitées par les barrières, la frontière naturelle des Alpes. Ce qui fait qu'on a en gros une espèce d'éventail planté vers le bas, dont le sud pourrait être le sud de la France, allant vers la Pologne, même jusqu'à Saint-Pétersbourg, montant sur la Scandinavie, englobant l'Écosse, l'Irlande. Donc vous voyez, c'est pas du tout ni une abeille cévenole, ni une abeille française. C'est une abeille éminemment européenne, nord-ouest européenne, faudrait-il dire, puisque c'est à partir d'un melting pot constitué à partir des migrations vers le sud qu'a pu se sélectionner naturellement cette variété d'abeilles et qu'ensuite elle a pu recoloniser cet espace nord-ouest européen. Quid de Apis mellifera iberensis, cousine très 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 rapprochée de l'abeille noire, au point qu'au vu de l'analyse génétique, même très poussée des microsatellites, il n'est pas possible d'établir une distinction avec Apis mellifera et Apis mellifera iberica. Ce sont deux abeilles très très proches et qui ont beaucoup de traits comportementaux communs. Alors, cette abeille noire a apparu donc bien avant toute forme d'agriculture et donc d'apiculture, a été l'abeille qui a alimenté en miel et en hydromel des générations et des générations d'Européens pendant des siècles et des millénaires. Le mot n'est pas exagéré. Des millénaires, et on peut même dire qu'elle a coexisté avec l'être humain dans nos territoires en toute harmonie, dans un bon échange d'élevage, c'est-à-dire de dons réciproques de l'éleveur qui aide, qui protège et qui reçoit un peu des bienfaits de l'animal en retour. Je renvoie les curieux qui auraient envie de voir la distinction entre exploitation, voire exploitation extractive et élevage, aux excellents ouvrages de Jocelyne Porcher, qui est une ethnozoologue, qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Donc, élevage et exploitation, ce n'est pas pareil. Donc, il y a eu élevage bénéfique de l'abeille noire pendant environ 8 millénaires, et ce n'est que très récemment que les choses ont commencé à basculer de l'élevage vers une exploitation extractive. C'est-à-dire, l'image pourrait être de presser le citron pour en faire sortir le maximum de jus. Et là, ce n'est pas le citron, ce sont les colonies d'abeilles qu'on presse. Donc je vais malheureusement devoir évoquer cette période. Je vais sortir mes notes, parce que j'ai oublié de les sortir. Je ne voudrais pas trop me rabâcher. T'as donné parce que je vois qu'il y a une... C'est une période en fait qui est très courte. Ça va, cette histoire, alors qu'on a vu que tout ça s'est passé sur des millions d'années, sur plusieurs. Alors les abeilles, leur arrivée, c'est environ 80 à 5 millions d'années. Ensuite, la constitution de l'abeille noire, c'est environ de 1 million à on ne sait combien de dizaines de milliers d'années. Et là, ça va se passer en un siècle et demi. Donc il faut être assez précis. En fait, le 19e siècle se caractérise beaucoup
par l'augmentation des capacités de prédation de ce que j'appellerais l'espèce humaine, espèce sauvage parmi d'autres. Définition d'une espèce sauvage par rapport à une espèce domestiquée, c'est qu'une espèce sauvage, son élevage n'est pas contrôlé et programmé. Il est évident que notre reproduction n'étant pas programmée ni contrôlée, et surtout assujettie plutôt à des coups de foudre, nous sommes une espèce sauvage. Bon, ça c'est la première chose à poser. Et nous sommes des prédateurs, comme toutes les autres espèces sauvages, y compris les abeilles qui sont des prédatrices de miel et de pollen. Pour sortir un peu de l'image bisounours de l'abeille pollinisatrice qui assurerait je ne sais combien de millions d'euros, de dollars à d'autres espèces. Donc, prédateurs parmi les prédateurs, il y a un phénomène qui se passe, tout à fait typique de l'Anthropocène, c'est qu'il va y avoir une augmentation de nos capacités de prédation avec la mise en pratique, l'application des découvertes scientifiques et techniques au XIXe siècle. Et on va commencer à imaginer, établir, expérimenter des modes d'élevage beaucoup plus extractifs de l'abeille, notamment la fameuse ruche à cadre, qui est une invention moderne. Mais ça ne va pas s'arrêter là, parce que la ruche à cadre était une bien modeste modification en soi. Ce qui va être très décisif, c'est ensuite, au XXe siècle, l'accélération des possibilités de déplacement, de traction mécanique, d'énergie fossile, qui vont permettre de faire évoluer les pratiques d'élevage de manière phénoménale et de les éloigner énormément de la biologie naturelle des populations d'abeilles. Alors, il y a un personnage qui est parfois très mal vu par beaucoup de scientifiques, mais qui porte un regard philosophique assez intéressant sur son époque, c'est Rudolf Steiner, qui en 1923 fait des conférences lors de la construction d'un édifice lié à sa philosophie qui s'appelle le Goetheanum, qui fait des conférences aux ouvriers et il leur parle de l'apiculture. C'est un petit texte qui a été édité et dans ce texte, en 1923, Steiner dit « Si les apiculteurs continuent de la sorte, d'ici 50 ans, il n'y aura plus d'abeilles. » Sous-entendu d'abeilles mellifères et sous-entendu les apiculteurs qui cèdent à cette tentation du toujours plus et de l'augmentation des volumes de production et des profits. Alors, c'est extrêmement pernicieux parce qu'en plus, cette évolution des capacités de prédation sur les populations d'abeilles se conjugue avec une détérioration de la flore qui n'est pratiquement pas encore visible en 1929. Mais on sent déjà une évolution des pratiques agricoles. Tout à l'heure, mon prédécesseur l'a évoqué, et c'est tout à fait juste. On en trouve la trace dans des ouvrages comme ceux de Maurice Genevoix. Mais il y a surtout un texte qui est fondamental à ce sujet, qui a été rédigé par Giono en 1938 et qui s'appelle « Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix ». Voilà un texte qui préfigure tout ce qui a pu être dit récemment sur la frugalité et sur l'évolution et sur l'écologie. Ce texte est extrêmement intéressant car il met vraiment à plat ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'industrialisation de l'agriculture et de la prolétarisation de l'agriculteur, qui n'est plus du tout l'agriculteur, c'est-à-dire étymologiquement agris curare, celui qui prend soin de la terre, qui prend soin des champs, mais qui devient l'exploitant agricole. C'est une modification profonde qui va de pair avec la prolétarisation et donc l'aliénation de la relation au vivant. Le bétail devient anonyme et très bientôt, les vaches dans les fermes françaises n'auront bientôt plus un petit nom, un prénom, mais ce sera un numéro. Et en ce qui concerne l'évolution de la situation de l'agriculteur ou de l'apiculteur, peu importe, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que le prolétaire a tout de même, sur le prolétaire d'origine dans l'industrie, a tout de même un avantage, c'est qu'il a des camarades, il n'est pas seul. Alors que l'agriculteur prolétarisé, qui n'est plus agriculteur mais exploitant agricole, lui, il est seul. Ce qui est une situation suicidaire, en témoignent diverses statistiques disponibles auprès de la MSA. Alors, ça ne fait pas plaisir tout ce que je raconte, mais ce n'est pas fini malheureusement. Parce que, comme beaucoup d'entre vous ici, j'ai souvent cru que, par exemple, le remembrement
l'arrachage des haies était une des conséquences de l'américanisation de l'Europe et que c'était lié à la victoire des troupes américaines, on va dire, dans l'effondrement du nazisme. Et qu'en fait, c'était une américanisation, cette industrialisation des paysages en France. J'ai longtemps cru cela. Et puis, récemment, j'étais invité à un festival à Montier-en-Der, là. Il y avait beaucoup de livres du même genre que celui que j'ai pu écrire, là, chez Actes Sud. Et j'ai découvert un petit livre écrit par un journaliste de Charlie Hebdo, Fabrice Nicolino, et qui a un titre très évocateur, qui est un clin d'œil au livre de Giono écrit en 1938, Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix. Le livre de Nicolino, lui, paru en 2015, s'intitule « Lettres à un paysan sur ce vaste merdier qui est devenu l'agriculture ». Je vous invite fortement à le lire parce qu'on y découvre beaucoup de choses. On y découvre notamment que l'éradication des haies n'est pas du tout une conséquence de l'occupation, on va dire, des troupes yankees en Europe, mais plutôt la concrétisation d'un projet mis en place en 1943 dans le gouvernement de Vichy par le ministre Guizot. Également, tout ce qui est de l'ordre des filières agricoles et de leur restructuration, dont actuellement, en 2018, la création d'une Interapie qui se veut être une consolidation, une amélioration, une création d'une filière apicole. Le principe étant de réunir plusieurs partenaires, dont par exemple la grande distribution, dont les fabricants de matériel agricole, en l'occurrence apicole, et des apiculteurs et des scientifiques bien sûr, mais de canaliser. Il faut savoir que le mot filière n'est pas anodin dans le contexte de la biodiversité et de l'agriculture, puisque le mot filière, si vous faites une petite recherche, vous constaterez très rapidement que cela vient d'un terme de l'industrie sidérurgique. Filière ne signifie pas autre chose que moule destiné à recevoir du métal en fusion pour lui donner une forme précise. Vous voyez qu'on est très loin des préoccupations de sauvegarde de la biodiversité. Donc cette structuration du monde agricole en filière, voire de regrouper plusieurs partenaires, ce qui est le principe d'ailleurs d'une filière, c'est un projet qui naît dans le gouvernement de Pétain, de la France occupée en 1943. Et il a été, en ce qui concerne l'apiculture, concrétisé en 2018. Et il a été concrétisé bien avant dans d'autres secteurs de l'agriculture. Mais je trouve particulièrement éclairant d'avoir ces données-là pour se rendre compte que tout ça n'arrive pas par hasard. Mais ce qui est absolument effrayant, c'est de voir cette accélération la prédation de l'homme sur les abeilles et l'accélération des conséquences et des modifications de structure. Alors tout n'est pas noir, bien sûr, et il y a des réactions à cela, il y a toujours des pouvoirs, des contre-pouvoirs, mais aujourd'hui, typiquement, on se trouve confronté à une question, c'est que comme je l'ai évoqué hors micro lors de notre petite panne, les populations d'abeilles noires se sont littéralement effondrées dans notre partie nord-ouest de l'Europe à la fin des années 70 avec l'importation d'un parasite, le varroa, véhiculant des virus, au pluriel, dont certains plus mortels que notre Covid. Ça a complètement bouleversé la vie des populations, et non seulement des abeilles mellifères élevées par l'homme, mais des innombrables colonies vivant à l'état sauvage, comme il peut en subsister quelques-unes, bonne nouvelle, dans l'île de Groix, et quelques-unes très épisodiquement de ci, de là sur le continent. Mais c'est très rare, malheureusement. Mais à l'époque, c'est ce que je raconte dans le livre là, paru chez Actes Sud, il y avait, par exemple, dans notre vallée de l'abeille noire, quasiment un essaim d'abeilles mellifères, d'abeilles Apis mellifera mellifera, dans chaque châtaignier creux. C'est incroyable. Il suffisait, comme je disais à monsieur, de poser une ruche, une boîte ayant une vague odeur de cire, de miel, pour qu'un essaim vienne s'installer. De nos jours, c'est très rare. Cela nous est arrivé il y a 2 ans. C'était pas un miracle, mais une exception qui malheureusement confirme la règle. C'est que ça ne se passe plus du tout comme ça.
L'ensemble, alors, du point de vue de la biodiversité, ces populations d'abeilles noires vivant à l'état sauvage étaient extrêmement importantes parce qu'elles échappaient à toute influence humaine sur la génétique de cette population et qu'elles constituaient ce qu'on appelle en génétique des grandes populations, c'est-à-dire un énorme réservoir génétique, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui, puisque les populations que nous pouvons aujourd'hui sauvegarder sont quasiment minuscules. Et ce qui est très grave, c'est qu'elles sont coupées les unes des autres. Lorsqu'il y avait ce grand réseau, ce grand maillage d'abeilles noires dans toute l'Europe, que tout paysan, tout ouvrier, tout purée, instituteur à la retraite ou amateur d'abeilles tout simplement, pouvaient dans la plus grande simplicité élever des colonies d'abeilles noires qui n'étaient jamais malades, qui ne posaient aucun problème, qui ne demandaient aucune expertise pour les élever. Mais c'était formidable. Il y avait dans les ruches comme hors des ruches de grandes populations d'abeilles noires et qui donc pouvaient procéder à des échanges de matériaux génétiques, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire à faire circuler tout le patrimoine génétique de l'espèce. Aujourd'hui, c'est fragmenté. Ce sont des lignes discontinues, voire très discontinues, que les populations d'abeilles noires aujourd'hui. Se pose donc la question, que peut-on faire? Est-ce qu'on peut sauvegarder cette abeille? Puisque, évidemment, ces caractéristiques de frugalité, de réactivité, de possibilité de passer l'hiver en petit nombre, sans être forcément bombardé de sucre ou d'éléments à porter, sont extrêmement intéressantes dans le projet de vouloir réellement, j'insiste sur le mot réellement, mettre en place une apiculture durable dans un projet européen de transition écologique. Il serait primordial de sauver cette abeille noire qui est un élément de la faune européenne, un animal sauvage, ayant coexisté avec l'homme pendant des millénaires, mais qui aujourd'hui est menacé. Alors comment la conserver? C'est là que de nouveau la cuisine devient complexe, puisqu'elle va être très différente selon les cuisiniers qui opèrent. Puisque d'un côté, on va avoir des approches, on va dire globalement, plus naturalistes, et d'autres qui vont être plus orientées vers des stratégies d'exploitation extractive. C'est-à-dire qu'il y a un gros tour de passe-passe classique qui consiste à détourner les volumes financiers du deuxième pilier de la PAC pour les détourner vers le premier. Autrement dit, le deuxième pilier de la PAC, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent qui, normalement, est destiné à réparer les dégâts, on va dire, de la prédation humaine sur les populations animales et végétales à travers l'agriculture, pour résumer, de manière un peu cash. Eh bien, il y a mille astuces possibles pour, sous couvert d'action environnementale, récupérer cet argent-là et le transformer en fait en aide à la production. Et donc, il est très tentant de faire une petite manipulation qui consiste, sous couvert de conservation de l'abeille noire, à plutôt travailler à la construction d'une apiculture intensive basée sur éventuellement de l'abeille noire un peu modifiée. Pas génétiquement, mais au nom de techniques avérées, traditionnelles de sélection qui sont redoutablement efficaces. Et puis il y a toujours une tentative dans notre espèce aussi, face à l'incertitude, face à un chantier nouveau, qui est celui de la conservation de cette abeille, de procéder à l'établissement de normes et de dogmes, parce que finalement c'est rassurant. Pour beaucoup, en tout cas, ça paraît comme une nécessité. Ça nous paraissait très dommageable de voir qu'un chantier totalement nouveau soit tout de suite emprisonné dans des perspectives un peu trop étroites. Et c'est pour ça que dans notre petit coin de Cévennes, nous avons contribué à mettre en place une fédération plurielle au niveau européen de conservation de l'abeille noire basée sur le principe de la créativité des différences, de l'intérêt qu'il peut y avoir à suivre des trajectoires différentes. Cela dit, nous sommes reliés par un socle de valeurs scientifiques, techniques et philosophiques.
Et à partir de là, chacun travaille à son heure dans ce concept global pour développer des approches de conservation. Nous, dans les Cévennes, nous sommes particulièrement rebelles au dogme. Et donc, nous avons travaillé dans cette vallée de l'abeille noire à la mise en place de pratiques conservant le naturel des colonies d'abeilles, essentiellement basées sur cette tradition des ruchetrons, là, qui commence à occuper tout l'écran. Et donc, de ce mode d'élevage ancestral de l'abeille, tout en l'adaptant, bien sûr, aux contraintes contemporaines, puisque l'évolution, c'est aussi l'adaptation. Donc je vais vous montrer, donner un petit aperçu des expériences auxquelles nous procédons. Et je vous avais promis, dans un petit bout de film qu'on avait diffusé, de vous annoncer quelques bonnes nouvelles. Et effectivement, il y a quelques bonnes nouvelles. Alors, nous procédons essentiellement déjà à la transmission de ce mode d'élevage des abeilles dans les troncs d'arbres, donc apprendre aux gens à les creuser, apprendre aux gens à y installer des colonies d'abeilles, à les élever. Ça répond à une demande de beaucoup de jeunes notamment, vous voyez quelques-uns là. Et également, ça va de pair avec la mise en place, le développement d'une apiculture qui respecte la biologie de l'abeille inhérente à ce type d'élevage dans les ruchetrons, très proche du naturel, mais qui intègre des ruches modernes. Là, vous voyez deux apicultrices qui sont en train de travailler sur des ruches modernes, des ruches à cadre telles que vous avez pu en voir, mais qui vont observer les mêmes pratiques d'élevage que dans les ruchetrons. C'est-à-dire que les colonies d'abeilles vont être sédentaires, elles ne vont jamais être déplacées. On ne fait qu'une à 2 récoltes maximum par an. On ne fait pas du miel de ceci ou du miel de cela. On fait du miel d'abeilles, point barre. Et à Villeurbanne, il a tel goût. Sur la colline de Fourvière, il aura tel goût, et etc. C'est aussi ce qu'on peut appeler la biodiversité gastronomique. C'est pas inintéressant du point de vue professionnel, ce qui explique que nous avons de plus en plus de jeunes issus ou évadés des écoles d'apiculture officielles qui viennent faire des stages chez nous. Parfois, il y a des écoles d'apiculture qui sont tout à fait ouvertes à des perspectives et ça se passe à l'intérieur de leur cursus. Ils viennent apprendre une apiculture à la fois moderne, si on veut, utilisant des innovations techniques, mais qui est aussi ancestrale quant au mode de vie des colonies et la conduite des colonies. C'est-à-dire que, par exemple, il y a sélection triple zéro, ça fait aussi partie de cette apiculture traditionnelle, c'est-à-dire qu'on laisse les abeilles maîtresses de leur propre génétique. C'est très important. Et cela conjugué, ces différentes approches conjuguées, la bonne nouvelle pour les abeilles et pour ceux qui s'intéressent aux abeilles, c'est que depuis plus de 15 ans, sur plusieurs centaines de colonies d'abeilles, nous observons un taux de mortalité extrêmement faible, qui est en deçà de 10%, alors que la moyenne en France est bien au-dessus de 30%. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que si la mortalité n'est plus naturelle, on va être obligé de dupliquer, pour maintenir des populations, de les dupliquer avec des artifices. Et quand on va utiliser des artifices, on va biaiser la génétique naturelle des populations. D'où l'intérêt d'avoir des pratiques qui maintiennent les colonies d'abeilles dans une santé telle qu'il n'y a pas de mortalité anormale pour rester dans une reproduction des colonies qui restent naturelles. Alors, s'intéresser à l'abeille noire, c'est en fait s'intéresser à tout un ensemble agroculturel, comme on dit aujourd'hui, dans lequel s'intégraient ces ruchetrons, et qui est celui, en fait, qui était omniprésent en Europe, et qui existe encore dans beaucoup de parties du monde, qui est celui d'une polyculture, dans lequel il n'y avait pas que l'abeille, mais il y avait des pratiques agricoles complémentaires, et qui étaient favorables à l'abeille. Car si aujourd'hui agriculture est souvent synonyme malheureusement de danger pour les pollinisateurs, autrefois c'était l'inverse. Ça paraît paradoxal, mais si vous lisez par exemple Charles Stepanov, La mort de l'animal, qui est un livre absolument remarquable paru récemment, vous verrez qu'en fait
les zones où la biodiversité est la plus intéressante, c'est ni bien sûr les grandes cultures uniformes, les champs de betteraves jusqu'au bout de l'horizon, et c'est pas non plus les forêts impénétrables. C'est souvent cette espèce de no man's land intermédiaire entre culture, entre guillemets, et nature. Distinctions qui sont d'ailleurs parfois plus imaginaires que réelles, comme vous pourrez le découvrir en lisant ce livre. Donc tout ceci nous a incité à faire un travail dans cette vallée pour reconstruire, avec notamment l'ONG Pollinis, puis le soutien de beaucoup d'institutions, un paysage favorable aux pollinisateurs. C'est aussi le projet. Donc nous avons par exemple exploré le territoire et découvert qu'il y avait par le passé, sur notre territoire qui est devenu un territoire de monoculture de la vache à viande actuellement, essentiellement, autrefois il y avait notamment des cultures de sarrasin. Chaque ferme disposait d'un hectare à 1,5 hectare de sarrasin pour assurer l'alimentation des cochons, des volailles, etc. Faire des galettes également, mélangées avec du seigle. Et c'était très intéressant pour les pollinisateurs, car la floraison du sarrasin intervient précisément lorsqu'il y a un trou dans le menu des abeilles. Alors que la floraison de printemps et de début d'été est terminée et que les floraisons d'automne, comme le lierre et la bruyère, n'ont pas commencé. Le sarrasin opère une jonction. Et pour vous donner un autre exemple de la complémentarité possible de l'agriculture au bien-être des pollinisateurs, le phénomène des prairies. Les prairies, actuellement, c'est malheureusement devenu beaucoup des plantations de raies grasses. Vous savez, cette herbe qu'on voit sur les golfs et qui se caractérise par l'absence de fleurs. Nous avons travaillé avec l'aide d'un académicien de l'agriculture, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une académie d'agriculture, à recréer un peu de prairies fleuries dans cette vallée. C'est-à-dire, nous avons ensemencé des champs qui avaient perdu leur biodiversité avec un mélange mis au point par des gens dont c'est le métier. Et nous avons pu constater l'augmentation de fréquentation par toutes sortes de pollinisateurs. Et nous avons aussi observé un phénomène étonnant, notamment par exemple l'an dernier. Vous l'avez peut-être entendu, c'était une très mauvaise année pour les abeilles, pour les insectes en général. Il y a eu de très mauvaises récoltes de miel. Et dans cette vallée, où nous avons entreposé aussi, installé un certain nombre d'abeilles noires qui ont survécu à l'abandon des ruchetons dans nos vallées cévenoles, autrement dit une collection, on pourrait dire, d'abeilles noires ou un conservatoire, comme on voudra. Il y a donc sur ce lieu précis une 60aine de colonies, ce qui est relativement beaucoup au vu de la pauvreté des ressources naturelles florales actuelles dans les Cévennes. Et alors que dans bien d'autres sites où nous avions des colonies d'abeilles noires menées de manière similaire, nous avons eu de très mauvaises récoltes, sur ce lieu où nous avions planté fort peu en réalité, 1,5 hectare de prairies fleuries, nous avons pu constater que les colonies d'abeilles avaient véritablement prospéré, alors qu'avec une certaine rigueur scientifique, elles avaient été conduites de manière similaire. Donc c'est une bonne nouvelle, tout de même. Ça veut dire que si on modifie un tant soit peu les pratiques, on a tout de suite une augmentation bénéfique des conditions de vie des pollinisateurs au pluriel, comme en témoigne la récolte des abeilles, de miel de nos colonies. C'est en fait un élément de mesure du bien-être des pollinisateurs, puisqu'elles vivent de manière fort naturelle et ne se nourrissent que des fleurs ambiantes, des fleurs sauvages. Alors, le projet c'est un projet, notre association s'appelle l'Arbre aux abeilles, c'est pas par hasard. Nous estimons intéressant qu'il y ait plusieurs branches dans un arbre et qu'elles n'aient pas toutes la même forme. On est un peu aux antipodes de la notion de filière, bien sûr. Et donc, nous travaillons en lien avec des associations qui existent, comme il en existe sur l'ensemble de la France, qui travaillent à la sauvegarde des espèces fruitières traditionnelles, anciennes, qui se caractérisent par de fortes capacités de résistance aux maladies et également une belle biodiversité qui s'exprime à travers la saveur des fruits. Et donc le parti pris, c'était également sur ce site de mettre en place une collection de fruitiers anciens
pour donner à voir un ensemble de possibilités de végétaux qui se passent majoritairement de tout traitement chimique et qui étalonnent aussi la floraison, puisque l'intérêt de ne pas être dans du monovariétal, que ce soit du tournesol ou que ce soit des fruits ou que ce soit des châtaigniers, c'est que les végétaux ne vont pas tous avoir le même calendrier de floraison. C'est ça qui est terrible dans l'uniformisation, c'est que tout vient en même temps au niveau pour les pollinisateurs. C'est-à-dire que, pour vous donner un petit exemple, la floraison du châtaignier dans les Cévennes, il y a 60 ans, elle durait, que j'exagère pas, ma femme me reproche toujours la raison que j'exagère, on ne se refait pas, hein, on est méditerranéen. Donc, bon, réellement, la floraison durait 1 mois et demi du châtaignier. Actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les multiples variétés qui avaient été cultivées ont été abandonnées par l'homme. C'était une culture devenue pas assez rentable. Les arbres, avec l'abandon, étant en trop grand nombre, sont tombés malades. Il a fini par se développer des maladies cryptogamiques, au pluriel, qui ont causé la mort des arbres greffés, qui permettaient d'avoir plusieurs variétés sur le territoire. Les arbres greffés étant morts, ce qui a les rejets, c'est l'espèce d'origine archaïque, ce qu'on appelle chez nous des bouscasses, des repousses si vous voulez. C'est ce qui est en dessous du greffon en fait. Et là, c'est pratiquement le châtaignier archaïque qui existait il y a plusieurs millions d'années et dont on a trouvé des fossiles en Ardèche. Et là, c'est exactement la même variété et tout fleurit en même temps. Ce qui fait que maintenant, la main de l'homme n'est plus là pour entretenir la châtaigneraie. La floraison est passée d'1 mois et demi à 15 jours. Il suffit que pendant ces 15 jours, il fasse plusieurs jours de mauvais temps et les pollinisateurs, dont les abeilles mellifères que nous élevons, n'auront pas accès aux fleurs. Vous voyez un peu comme en fait, ce n'est pas du tout tranché. L'agriculture n'est pas forcément synonyme de dégradation de la biodiversité, même si aujourd'hui on pourrait le croire, et que par des actions de diversification agricole, on peut favoriser effectivement une amélioration sensible de la condition de vie des pollinisateurs. C'est pourquoi nous avons travaillé avec l'ONG Pollinis sur ce sujet. Bon, là vous voyez, on est en train d'extraire des rochers, des boules en fait de granit qui ont été roulées par le Tarn et qui nous ont servi, alors là je ne suis pas sur la bonne image, voilà, là à construire ce rucher tronc récemment dans la pure tradition de pierres sèches locales taillées. Ça a été fait par des compagnons de bâtisseurs de pierres sèches et c'est un rucher en fait pédagogique. La ruche tronc n'étant pas du tout en soi une solution, puisqu'il est très difficile de maintenir en vie des populations d'abeilles dans des ruches-troncs aujourd'hui, et encore plus de prélever une récolte de miel. Mais par contre, c'est un modèle extraordinaire de sagesse pour l'élevage des abeilles avec du matériel moderne. C'est pour ça que nous faisons des sessions de... Pourquoi ? Alors, je vous répondrai tout à l'heure, je finis. Alors, entre autres actions, il y a aussi le fait qui consiste à répondre aux demandes de restauration de ce patrimoine architectural lié aux abeilles, de nettoyage, de mise en place. Il y a aussi des actions qui constituent à associer le maximum de public à cette activité. Et là, par exemple, ce sont des jeunes adultes en situation de handicap qui ont creusé des ruches pour repeupler un rucher ancien et y introduire des abeilles. Voilà. Alors tout ça, c'est formidable parce que ça fait se rencontrer des populations, des groupes sociaux qui ne sont pas déterminés au préalable pour se rencontrer. Nous menons également des actions avec des scientifiques, dont là, en l'occurrence, c'était avec des jeunes ingénieurs de l'école polytechnique. C'était la mise au point d'un prototype pour essayer d'éliminer les frelons asiatiques. C'était une étape d'une recherche qui se continue, notamment avec Pollinis, dont je reparle à nouveau, c'est un peu normal, on parle de pollinisateurs. Et là, actuellement, nous travaillons plutôt avec l'INRA de Rennes sur l'irrigation gravitaire.
là aussi, vous avez un aspect systémique, en fait, de notre démarche. C'est-à-dire que pour la sauvegarde des pollinisateurs, il faut un peu réfléchir à comment on utilise l'eau, notamment dans les territoires de montagne. Pour vous la jouer courte, il existe ce qu'on appelle la police de l'eau, qui veille essentiellement à ce qu'il y ait le maximum d'eau qui aille le plus rapidement possible dans les tuyaux en ville, dans les compteurs. Alors que dans l'Antiquité, depuis la plus haute Antiquité, et on en trouve les traces dans les textes anciens, les plus vieilles traditions religieuses même, on a toujours utilisé l'eau de manière à ce qu'elle mette le plus de temps possible pour retourner à la mer. C'est-à-dire qu'elle imbibe la terre au maximum, notamment par des systèmes dans le pourtour méditerranéen d'irrigation gravitaire. Pas d'irritation, mais d'irrigation gravitaire, pour que, en fait, cette eau imbibe les milieux et favorise, entre autres, la sécrétion du nectar, puisque les plantes à fleurs qui connaissent le stress hydrique ne sécrètent plus de nectar, et donc ne nourrissent plus les pollinisateurs. Vous voyez un peu le problème. Alors quand on discute parfois, j'ai eu discuté en tant qu'élu avec un chargé de mission eau du Parc national des Cévennes qui m'a dit « Mais monsieur, ce n'est pas grave, si les milieux s'assèchent, il y aura une perte de diversité, mais il y a une nouvelle biodiversité des milieux secs qui verra le jour. » Bon, on se demande s'ils sont vraiment payés pour conserver la biodiversité locale. Bref, il y a beaucoup à faire. Et nous travaillons aussi actuellement avec une équipe du Muséum national d'histoire naturelle, que je salue au passage, puisqu'ils suivent la conférence. Alors j'espère que je ne vais pas trop dire de bêtises. À une étude de l'impact des pratiques d'élevage sur la génétique des populations d'abeilles. Voilà, c'est quelque chose de sérieux. Et pour revenir au topo final de mon prédécesseur, je vous invite à contempler ce dessin et aussi ce qui l'inspire, c'est-à-dire l'image qui est en dessus, qui est une scène, en fait, d'initiation d'une jeune fille par une dame à l'apiculture traditionnelle. C'est évident que ce patrimoine est un grand intérêt parce qu'il contribue justement à recréer un lien émotionnel entre nous et le vivant. Et c'est pourquoi, même si ces ruches sont d'une utilité discutable du point de vue apicole, elles ont du point de vue apicole aussi une utilité fondamentale, c'est qu'elles recréent un lien émotionnel entre l'éleveur et l'élevé, si tant est qu'il soit nécessaire, parce que beaucoup d'apiculteurs ont un lien émotionnel avec les abeilles, mais parfois les choses font que ça se dégrade. Alors, je finis par une image qui est un peu raccord avec la gastronomie lyonnaise. C'est un peu à dessein, où j'ai dépassé mon temps, qui m'était alloué, donc je vais devoir abréger. Je voulais vous lire un dernier paragraphe du bouquin que j'ai écrit, qui a trait à l'image que vous voyez. Une invitation à une ivresse légère, philosophique, pour peut-être lâcher prise de ce monde de clafoutis d'expertise, de complexité scientifique et technique, et qui inhibe beaucoup nos actions de conservation de la biodiversité et de résistance à l'existence des insectes. En fait, je voulais vous lire un paragraphe final où j'évoque l'exemple de Noé dans l'Ancien Testament, qui est en fait un proto-héros de l'écologie, de mon point de vue, puisqu'il se bat contre l'extinction des espèces menacées par le déluge. Et Noé n'attend pas d'avoir tous les rapports d'experts qu'a évoqué mon prédécesseur pour agir. Il agit de manière très intuitive. Il bricole un bateau à la va-vite et on peut imaginer qu'il est fait avec des palettes de manière assez sommaire et il y fourre tout ce qui lui paraît bon. Alors on retient surtout l'image de l'ours en peluche, le lion, etc. Il y a aussi le serpent parce qu'il faut, Godard l'a dit et c'est vrai, il faut toujours qu'il y ait un méchant dans une bonne histoire, sinon ça marche pas. Donc il y a aussi le serpent, mais il y a aussi, chose dont on ne parle pas beaucoup, du végétal, des plantes, dont les plantes à fleurs, dont probablement des pollinisateurs et des abeilles, mais il y a surtout des vignes. Il y a des vignes qu'il a mis, des sarments de vignes pour bouturer, qu'il a mis au fond de la cale, et quand il accoste, une fois que le déluge s'est calmé, il accoste dans le mont Ararat, il va vite sortir ses sarments de vignes, il les plante, et au bout de 3 ou 4 ans, il a sa première belle récolte, et il prend une cuite monumentale,
qui indigne beaucoup ses enfants, qui réagissent très fort. Et très curieusement, il se trouve que Dieu, ou la représentation qu'est Dieu, ou la raison dans l'histoire, selon Hegel, lui donne raison. Il dit non, mais il célèbre à sa manière le vivant. C'est une imprégnation de la création. Ce n'est pas un péché. Il est dans l'ordre de ce qui est juste. Dieu sanctifie l'ivresse. Donc soyons ivres, pas forcément au point de Noé de se rouler sous la table et d'être indécent, mais ce que Dieu lui a pardonné, du reste. Mais bon, une certaine ivresse qui pour peut-être sortir de nos angoisses, de notre inquiétude, qui voudrait que tout soit systématisé et qui finalement finit par être très inhibante dans une société qui est celle de la complexité, que dénonce d'ailleurs récemment un philosophe qui a créé ce parti étonnant qui s'appelle Simple. Voilà, je clôturerai là-dessus et je vous inviterai tous le 9 et 10 juillet à la fête de l'abeille noire et de l'éco-gastronomie pour une écologie du plaisir qui passe par les plaisirs de la table. Voilà, je vous remercie.